Claude Le Bourgeois, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Donc je suis Claude Le Bourgeois, le directeur artistique de la Foire au vin de Colmar depuis 30 ans, exactement. C'est quoi un directeur artistique? Alors c'est compliqué parce que d'abord il faut savoir de quoi c'est issu. En fait, si tu veux un directeur artistique, il doit avoir plusieurs casquettes et venir de plusieurs métiers. Donc au départ, je viens de la technique, c'est-à-dire que j'ai une formation plutôt de maîtreur, dessinateur, et avec une formation implantation scénique. Donc ce qui m'a donné l'opportunité de travailler sur différents festivals, bien sûr avant la Foire au vin, et de monter une société européenne de spectacle qui s'appelait Méga Musique et qui sévissait un peu sur toute l'Europe pendant 15 ans. Mais ça m'a permis d'organiser pendant 5 ans les premières Eurokéennes, de participer à différents festivals aussi, tels que le festival d'Antibes, festival de jazz, où je produisais des spectacles, festival à Marseille, où je produisais aussi des artistes, et puis des artistes comme Bruel, comme Aznavour, etc., dans des tournées normales. Ça, c'est une facette de l'historique du directeur artistique. Après, quand on est producteur de spectacle, on est en même temps producteur d'artistes. Après, on est diffuseur, c'est-à-dire qu'on diffuse des artistes issus de tournées. Donc on ne les achète pas, on les diffuse pour un producteur. En même temps, on est tourneur, c'est-à-dire qu'on achète plusieurs dates. Comme j'avais acheté Renault à l'époque, et j'avais fait une quinzaine de dates dans tout l'Est de la France. Et après, j'ai une formation de directeur de salle, puisque j'ai dirigé le Phoenix à Mulhouse pendant quelques années. Donc si tu veux, le directeur artistique, il doit avoir un peu toutes ces facettes. Et je dirais le rôle d'un directeur artistique, c'est de produire la programmation d'un festival. Alors c'est vrai que j'ai des copains qui me disent tiens, ça ne doit pas être trop difficile, tu ne dois pas être trop fatigué parce que tu travailles 10 jours par an. Sauf que actuellement, je travaille déjà sur 2020 et qu'on travaille plutôt presque 2 ans à l'avance et qu'il faut une bonne année pour organiser la programmation d'une foire au vin. Ce qui est très très compliqué. Alors, contrairement aux exposants ou aux participants, je ne te poserai pas la question de savoir pourquoi tu es à la foire au vin, mais comment tu es arrivé à la foire au vin. Alors, c'est aussi un aboutissement, puisque la société dont j'étais gérant, Méga Musique, avait été déjà contactée en 89 pour donner un coup de jeune à la foire, puisque la foire était organisée à l'époque par Harry Lapp, qui était plutôt un classique, puis par Daniel Tanière, qui était plutôt quelqu'un qui faisait de la variété et du folklore. Et donc la foire au vin voulait donner un petit coup de jeune à la foire, et comme nous on produisait à l'époque des Jeanne Masse, des débuts de Bruel, des Renault, des gens comme ça, on allait apporter un peu notre savoir-faire à la foire au vin de Colmar et ces artistes qui ne s'y produisaient jamais. Et donc 30 ans. Et donc 30 ans, puisque j'ai commencé en 89, mais comment dire, en externe. Hein. Et puis en 98, j'étais directeur du Phoenix. Et comme ma boîte avait été revendue au Phoenix, justement, au propriétaire du Phoenix, il devenait quelque part directeur artistique par là même de la foire au vin. Et j'ai eu une année où moi j'ai été malade, malheureusement, et je n'ai pas fait la foire. C'était en 97, je crois. Et donc ce propriétaire a organisé la foire au vin, et cette année-là, il y a eu 2 annulations, ce qui ne m'est jamais arrivé en 30 ans. Et puis ça s'est pas très très bien passé financièrement, etc. Et fin 97, la foire au vin m'a contacté en me disant voilà, nous on a besoin d'un directeur artistique, on préférait avoir quelqu'un en interne plutôt que d'avoir quelqu'un en externe. Quelqu'un qui participe, qui vive vraiment la foire. Parce que c'est vrai que pour organiser cette foire, je crois qu'il faut l'avoir comprise,
Il faut l'avoir intégré, voilà, pour être dans l'ADN de la foire. Parce que c'est pas seulement un festival, c'est une symbiose entre deux événements. Et il faut que les deux s'imbriquent l'un dans l'autre et marchent parfaitement ensemble. Et ça, si en externe, on ne peut pas le comprendre de la même façon. Et c'est pour ça, en 98, j'ai accepté ce poste. Et franchement, je m'éclate depuis 98, quoi. C'est bien. 30 ans, c'est long. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une anecdote ou d'une année particulière qui, pour toi, a été une année marquante? Alors, le problème, je vais être franc avec toi, c'est comme si tu me demandais de choisir entre une de mes 3 filles. Ouais, c'est quasiment pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a des années, comment dire, il y a des années où plutôt des artistes plus marquants. Mais, comme dit, hein, le choix est quasiment impossible. Parce que j'ai vécu des choses dans cette foire que je n'ai jamais vécues dans mon métier de producteur. Parce que le public de la foire, il y a un genre d'osmose, de symbiose qui se crée les soirs de concert entre ce public de la foire qui est très particulier, qui n'est pas forcément un public. Alors il y a une partie du public qui a l'habitude des concerts, qui va venir voir Bruel, même si elle l'a vu 10 fois avant. Mais il y a aussi un public qui justement n'est pas habitué au concert, qui vient une fois dans l'année voir un concert. Et au départ, quand j'ai commencé à programmer la foire, je me suis dit, oh là là, ça va être difficile parce que ce public, c'est peut-être un public de fêtards, qui n'est pas forcément très attentif, pas très attentif justement au public. En tout cas, pas forcément très attentif à l'artiste, et qui va venir en dilettante un petit peu. Et j'avais cette peur, finalement, qui s'est vite estompée, vite effacée, parce que justement le public de la foire est un public mais des plus attentifs. Et c'est pas un public de pochetrons et de mecs qui boivent et qui vont venir faire la fête dans le festival. Ils viennent vraiment pour accueillir un artiste et vraiment d'une manière superbe, quoi. Et ça, on le ressent parce que tous les artistes le disent. Je me souviens de Bruel à son dernier passage. Il est sorti de la scène, il m'a pris dans les bras et il a dit « Claude, c'est le meilleur concert de ma vie ». Et ça, quand un artiste dit ça, je ne peux pas savoir si c'est 100% vrai, mais connaissant Patrick, je pense que c'est sincère et ça veut quand même dire quelque chose. C'est gratifiant en tout cas. C'est super gratifiant, quoi. Alors, pour en venir à ce que tu me demandais, le problème, c'est que c'est impossible de donner une année, mais possible de donner des choses un petit peu repères comme ça. Je me souviens toujours quand j'ai programmé Mika, qui n'était quasiment pas connu, son producteur que je connais bien m'a envoyé un album. J'ai écouté l'album et, comme on dit, un peu trivial, je dirais, j'étais sur le cul. Pourquoi ? Parce que c'était une musique nouvelle. C'est comme si on découvrait les Beatles. Voilà. Et Mika m'a fait cet effet. Un nouveau vent, un vent de découverte, quelque chose de vraiment nouveau, atypique. Et dans ma tête, j'ai imaginé un début de concert de Mika. Et il s'est passé le jour du concert ce que j'avais réellement dans la tête. C'est-à-dire une pluie de confettis, un truc qui se crée tout de suite avec le public. Je me rappelle, le premier morceau, c'était Relax. Et le public est parti dans une transe, mais en même pas une minute. Et tout le concert qui a suivi a été du même tonneau. Alors ça, c'est vraiment un exemple de ce qu'on peut, de ce qu'on peut avoir comme surprise à la foire. Mais on peut avoir d'autres surprises. Je me rappelle toujours le jour où on a produit Leonard Cohen. Déjà, Leonard Cohen, il faut savoir qu'on l'avait perdu dans la journée, on ne savait pas où il était. Normalement, il aurait dû être là le matin, puisqu'il venait en avion classique, on devait aller le chercher, etc. Il n'est pas arrivé. Donc je peux te dire que là, on a un petit peu les pétoches. Après, on a le producteur au téléphone qui nous dit écoute, voilà, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas où ils sont.
Sachant qu'il venait du Canada quand même, donc Ouais. voilà. Et puis qu'à 16 heures, on nous a dit, bah écoutez, voilà, il y a un avion de 15 ou 16 personnes qui va atterrir sur l'aéroport, donc pas de balance, pas de matériel installé. Le camion, bien sûr, qui était sur la route, il est arrivé aussi à 16 heures. Et donc, on a dû mettre les bouchées doubles. Par contre, il s'est passé quelque chose aussi de magique. Comme on dit, voilà, il y a un ange qui passe, on ne sait pas pourquoi, et il se passe quelque chose d'absolument hallucinant. C'est pas compliqué, il y a eu 3 heures de concert. Je dirais que pour moi, à la foire, c'est le plus beau concert de ma vie. Alors, comparer Mika, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire, mais le comparer à Leonard Cohen, qui est quelque chose de plus profond, de plus sentimental, de plus philosophique, c'est pas possible. Tu vois, c'est pour ça que les choix sont difficiles, parce que je pense que tu l'as remarqué, si tu veux, dans cette programmation, chaque programmation, chaque année est complètement différente. Je ne peux pas te dire l'année prochaine, bien que j'ai déjà des prémices un peu de programmation comme ça. Mais je ne peux pas te dire au départ, au jour d'aujourd'hui, ce que va être en finalité la programmation. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y aura un petit peu de rap, je sais qu'il y aura un petit peu de hard rock, et entre, je ne peux pas te dire. Tu vois, donc ça va être la découverte. Et je pense que, si tu veux, l'intérêt de ce travail-là, c'est vraiment chaque année de partir d'une feuille blanche. Et le boulot, pour en revenir, tu sais, on tourne un peu en boucle, pour en revenir au rôle de directeur artistique, c'est mon rôle, hein, malheureusement pour ma petite femme, j'écoute de la musique toute la journée. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, il est 6 heures, je mets la radio. Alors je me branche sur plusieurs radios, parce que bien sûr, elles n'ont pas tout à fait le même type d'artiste, mais j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, donc je vais aller autant sur Virgin que sur Energy, mais en passant aussi par des petites radios qui, elles, amènent peut-être quelque chose de plus pointu, qu'on va découvrir. Et de temps en temps, je me dis, tiens, ça, le bourgeois, c'est pas mal, ça va peut-être donner quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai découvert des Angèle, des Roméo Elvis, pas forcément en passant par des radios nationales généralistes, mais plutôt, voilà, en écoutant des radios étudiantes, des choses comme ça, qui donnent un autre aspect des choses, pas forcément très grand public, mais ces artistes-là deviennent très facilement grand public, quoi. Voilà. Et donc, si tu veux, le rôle d'un directeur artistique, c'est de prendre un petit peu comme ça des choses, des sons d'un peu partout, et de se dire, tiens, c'est pas forcément facile, hein, c'est pas un don comme ça que j'ai... enfin, Est-ce que ton oreille est finalement la seule à choisir les artistes que tu mets en avant sur la scène, ou finalement c'est un comité, Non, alors, au départ, je suis le seul à choisir. Mais j'aime bien quand même que ça soit collégial, et je fais partager mes collègues. Je leur dis, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais il faut que la décision finale soit de mon fait. Parce qu'on ne peut pas dire au départ, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, et petit à petit, on peut prendre des exemples. Par exemple, cette année, on avait un artiste que j'avais pressenti au départ, qui était Orelsan. On m'a dit, ouais, mais Orelsan, tu comprends, c'est peut-être un peu en petite perte de vitesse, etc. Je leur ai dit, attendez, déjà, Orelsan, je ne vais pas le faire tout seul, mais je vais peut-être produire 2 artistes. Donc, on va d'abord annoncer Orelsan, c'est un genre de stratégie, et après, on va en adjoindre un deuxième. Mais si Orelsan suffit, comme on lance en décembre, on va avoir largement assez de temps pour nous retourner, nous dire, tiens, peut-être que en janvier, on va rajouter quelque chose. Eddie de Pretto est venu s'ajouter, et donc je suis allé voir mon petit collège en leur disant, voilà, j'ai rajouté Eddie de Pretto, qu'est-ce que vous en pensez? Et là on m'a dit, ouais, peut-être. J'ai dit, vous allez voir, ça va être plein.
Mais ça, c'est que le directeur artistique qui ressent ce genre de Je choses. ressens, ouais. Effectivement, ce week-end, Complet. c'était complet. Ouais, tout à fait. Donc, au bout de 30 ans, je pense qu'on a pas forcément une oreille, mais Un feeling. un feeling, voilà qui dit ça, je pense que ça va être bon, ça va être complet, et ça correspond totalement au public de la foire. Dernière question pour finir sur une note vinique. Si tu étais un cépage alsacien, tu serais lequel? Alors je vais dire, c'est pareil hein, que mes filles. Je suis vraiment entre deux cépages. Je suis entre le Gewürz et autre chose qui est complètement différente, qui est le Riesling. Tu vois? Les deux cépages emblématiques de l'Alsace. Voilà. Alors, je suis très Gewürz quand il reste sec. C'est-à-dire que c'est un vrai Gewürz alsacien avec cette pointe de peut-être pas d'acidité, mais qui reste, voilà, fraîcheur, mais sèche. Et j'ai deux plats que j'aime bien marier avec le Gewürz. Ça peut paraître bizarre, mais ce sont les sushis ou certains plats asiatiques que j'aime bien mélanger. Ça va parfaitement ensemble. Et le Münster. Parce que je trouve que le Münster, avec une petite pointe de Gewürz, mais pas trop, justement, en restant sec, tu vois, mais avec une petite pointe quand même de fraîcheur. Et je trouve que c'est des mets qui sont vraiment parfaits, quoi. Après, le Riesling, je suis normand à la base, et j'adore les fruits de mer. Et il se trouve que le vin qui se marie le mieux avec les fruits de mer, ça reste le Riesling. Alors, il se marie aussi bien avec des poissons, qui peuvent venir du sud, de n'importe où. Il se marie avec n'importe quel poisson. Et avec les fruits de mer, je trouve que il a une petite pointe sèche qui met en valeur, si tu veux, le côté un peu noisette, par exemple, de l'huître, tu vois. Et je pense que les deux, il y a un mariage, mais alors parfait. Et quand tu as justement cette petite touche de noisette de l'huître et du Riesling, quand tu as ça dans la bouche, c'est le bonheur parfait. Voilà. Merci. Écoute, c'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir.